Salut Anas, Salut. salut Elsa. Salut! Je suis très content de vous parler aujourd'hui. Euh, Malgré que le sujet qu'on va aborder, on aimerait bien ne pas l'aborder en fait. On aimerait bien vivre dans un monde juste, équitable, sans répression policière, etc. Mais ce n'est pas le cas. Et, euh, et donc, je vais commencer par toi Anas. On va direct rentrer dans le vif du sujet. Tu as appris le 9 janvier dernier que l'État avait décidé de te poursuivre pour un tweet de soutien au peuple palestinien, aux côtés d'ailleurs d'un autre militant de Révolution Permanente. Révolution Permanente, c'est une organisation dont tu es le porte-parole. Le procès se tiendra le 18 juin 2025. Euh, pour commencer, c'était quoi ce tweet? Qu'est-ce que tu disais dans ce tweet? Donc il y avait Ursula von der Leyen, la présidente de la Commission européenne, qui avait fait un tweet en disant voilà, on se tenait aux côtés. Elle disait cette phrase-là dans son tweet que il se tenait aux côtés de l'État d'Israël dans le droit à se défendre. Et donc moi, en reprenant le début de sa phrase, j'ai dit ils se tiennent aux côtés du boucher. Euh, donc au final, l'histoire malheureusement m'a donné raison parce que le passé nous le connaissions déjà et on connaît très bien ce qu'est l'État d'Israël, ce qu'est l'apartheid, ce qu'est Tsahal, etc., etc. Et cetera. Et donc il était une évidence pour moi que qu'en fait on allait assister à peut-être une des plus grandes boucheries, sinon la plus grande boucherie du 21e siècle pour l'heure, quoi, où on a vu en 4K quotidiennement sur Twitter, Instagram, des personnes être tuées sous les bombes, être brûlées vifs, etc., etc. Donc voilà, c'est ce tweet-là que j'ai fait. Il me reproche le retweet, notamment de notre article de position sur le 7 octobre de Révolution Permanente, qui est un article plus que correct et qui, je veux dire, est une ligne politique. Je veux dire, on a le droit d'avoir des avis, quels qu'ils soient, sur la situation du 7 octobre, sur la situation en Palestine, sur l'attitude de l'État d'Israël, etc. On parle notamment, par exemple, d'opérations militaires. Enfin voilà, il y a notre article, il y a aucun problème. Sauf que en réalité, on est visé, moi et le camarade qui a écrit notamment cet article-là, parce que ce qui est ciblé, c'est Révolution Permanente aussi. Euh, Parce que je veux dire, si on prenait ne serait-ce qu'un petit exemple de Daniel Obono, qui avait été à un moment donné, c'est parti, on était plusieurs convoqués en garde à vue, etc., pour être auditionnés, Mathilde Panot, Rima Hassan et d'autres. Obono, par exemple, elle parlait de résistance du Hamas, etc. Je veux dire, non, moi, les tweets parlent même pas de résistance, c'est-à-dire qu'on n'entre même pas dans tout ça. Mais c'est intéressant de voir, en fait, que être du côté du boucher, ils considèrent, eux, que c'est de l'apologie au terrorisme. Je veux dire, c'est un niveau d'offensive contre les droits démocratiques les plus élémentaires. Je veux dire, si on n'a plus le droit d'être un opposant politique à ce qui est en train de se préparer, à ce qui se manigance, et je veux dire, l'actualité qu'on vit aujourd'hui avec le retour à la guerre, le retour au réarmement, au budget militaire, etc., il fait encore plus peur parce qu'on voit comment ils sont, l'attitude répressive qu'il y a eu vis-à-vis du génocide du peuple palestinien. J'ose même pas imaginer demain, lorsqu'il va falloir contester des Ouais. offensives guerrières, quoi. Et donc c'est ultra, ça dit ça, je veux dire ça. C'est pas juste mon procès, c'est pas juste le procès du camarade, c'est pas juste le procès de Révolution Permanente. En réalité, c'est le procès de l'ensemble des opposants politiques à ce système-là, de toutes les personnes qui sont soucieuses de lutter contre la guerre, contre l'impérialisme occidental, etc. Et en fait, c'est nous tous qui seront en procès, sauf que c'est nous qui sommes directement Ouais. attaqués, quoi. Et donc là, donc t'es poursuivi pour quoi? Apologie du terrorisme, c'est ça? C'est ça, Et c'est là, c'est parce qu'on sait que donc Rima avait été convoqué, Mathilde Panot, etc., mais pour des sortes d'entretiens. Là, t'es poursuivi pour apologie du terrorisme. C'est ça, oui, je sais pas oui, si c'est Elsa oui, qui veut répondre. Ouais. oui, c'est bien ça. Si tu veux, vas-y, Elsa.
Non, oui, il est convoqué devant un tribunal correctionnel, c'est-à-dire qu'on avait vu effectivement au printemps une vague de convocations dans des commissariats pour être auditionné en fait et devoir s'expliquer sur des prises de position politiques, que soit, on a dit Mathilde Panot, Rima Hassan, mais il y avait d'autres personnes, Siam Asbag et tout un tas de personnalités de différentes natures. Et là, la différence avec Anas, c'est qu'il a reçu une convocation devant le tribunal correctionnel, donc il va être jugé pour apologie du terrorisme. Et peut-être que ce qu'on peut dire, c'est qu'en fait, l'apologie du terrorisme dans sa version française, c'est vraiment une arme redoutable pour criminaliser la parole publique. En fait, ça l'a toujours été. Il faut comprendre ce que c'est que les racines de cette infraction. Ce qu'on appelle les apologies d'eux, c'est des choses qui ont été instaurées à la fin du 19e siècle pour réprimer le mouvement anarchiste à la base, parce qu'en fait, il faut comprendre que ça permet de réprimer non pas des actes, mais des propos ou des positions. Et sur le terrain du terrorisme en tant que tel, en France, l'apologie du terrorisme, elle a vraiment connu un essor redoutable à partir de 2014 grâce à une loi du Parti socialiste qui l'a sortie des délits de presse de la loi de 1881 pour la mettre directement dans le code pénal au chapitre des infractions terroristes. À l'époque, déjà, il y avait beaucoup d'organisations de défense des libertés publiques qui avaient alerté en fait sur cette loi-là. Je pense à Amnesty International, mais il y en a d'autres. La France, elle a quand même été condamnée par la Cour européenne des droits de l'homme en 2022 pour sa loi sur l'apologie du terrorisme. Et l'arrêt de la Cour européenne est très intéressant puisqu'il dit, il appelle les juridictions nationales, en fait, il appelle la France, et je reprends la formule, à faire preuve de retenue dans l'usage de la voie pénale. Et elle dit qu'une peine de prison pour des propos, c'est une atteinte à la liberté d'expression. Mais la France s'en fout. En fait, elle roule ouvertement sur la Cour européenne des droits de l'homme, puisque ce qui se passe déjà depuis 2014, c'est qu'il y a eu une explosion des condamnations pour apologie, y compris ça concerne des mineurs, des peines de prison ferme. Enfin, c'est vraiment un outil redoutable. Il y a un chiffre qui est parlant, puisqu'entre 1994 et 2014, il y avait que 14 condamnations pour apologie. Et sur la seule année 2015, il y en a plus de 330, quoi. Et un dernier mot pour dire que depuis le 7 octobre, c'est pire que tout, puisqu'en fait, non seulement les chiffres ont explosé, c'est difficile d'avoir une vision exhaustive des condamnations, mais en tout cas sur l'ensemble des poursuites, des gens qui ont été convoqués, etc. Je pense que ça regroupe des milliers de personnes, des profils très divers. Parfois, moi, j'ai défendu des collégiennes, enfin, je veux dire, c'est ça. Et puis surtout, la particularité, c'est que ça concerne un conflit, en l'occurrence un génocide, qui n'a même pas lieu sur le territoire français, dans un contexte où c'est un débat à l'échelle internationale. Enfin, je veux dire, la réalité de ce qui est en train de se passer, c'est que si en France, vous avez une position différente de celle du Quai d'Orsay, vous pouvez être poursuivi. Donc, en potentiel, ça peut concerner, je veux dire, tout un tas d'universitaires, de chercheurs, mais même l'AFP, qui avait sorti un communiqué en novembre 2023, ou la BBC, qui expliquait pourquoi, selon elle, il fallait pas qualifier le Hamas de terroriste parce que c'est politique, etc. Mais même ça, s'il y a un durcissement répressif supérieur, je veux dire, l'État français pourra avoir la petite idée de poursuivre l'AFP, quoi. Et je crois même que le juge Marc Trevidic, qui était un peu lui-même, remet en question l'utilisation qui est faite de cette loi, n'est-ce pas? Oui, c'est ça. Lui, en fait, c'est un juge antiterroriste qui est plus en poste. Donc, ce serait bien que les juges qui soient en poste disent la même chose. Il explique que c'est un usage dévoyé de la loi. Donc, à la fois, c'est un symptôme important puisque ça montre que oui, c'est une offensive liberticide qui est remise en cause, y compris par d'anciens juges antiterroristes. Et en même temps, je ne sais pas si c'est un usage dévoyé de la loi parce que pour moi, cette infraction, elle sert précisément cet objectif-là et pas un autre, quoi. La raison d'être de l'apologie du terrorisme et la manière dont, en fait, depuis 10 ans, le pouvoir et les gouvernements successifs français ont travaillé cette infraction, c'est précisément pour aboutir à ce résultat-là et permettre de vraiment instaurer un crime d'opinion. Parce que ce qui est très, très dangereux avec l'infraction d'apologie du terrorisme, c'est qu'ils considèrent maintenant que c'est pas qu'on débat d'un propos qui, oui ou non, déborde du cadre de la liberté d'expression, c'est que vous avez ouvert la porte du champ des infractions terroristes. Donc, en fait, ça permet aussi de débloquer tout un tas d'outils qui sont dans le code de procédure pénale, qui sont réservés à des infractions antiterroristes. Et ça fait qu'en fait, on peut vous malmener et vous persécuter à un niveau que je trouve absolument inédit pour un tweet. Donc, ça veut dire que ça ouvre la porte au gel des avoirs, à la déchéance de nationalité, à l'inscription sur le FIGET, le fichier des auteurs d'infractions terroristes, qui est un fichier ultra contraignant sur le modèle des fichiers des auteurs d'infractions sexuelles, mais je veux dire en pire, parce que vous devez déclarer, si vous êtes condamné, potentiellement, vous pouvez être inscrit sur ce fichier,
devoir déclarer vos changements de domicile, vos adresses, tout déplacement à l'étranger. Vous pouvez être condamné à des peines d'inéligibilité très importantes pour un tweet. Donc, ça montre que cette infraction-là, elle consacre un vrai crime d'opinion et ça permet de vous traiter comme un terroriste pour un tweet, une prise de parole, une intervention en manifestation, une blague sur un groupe WhatsApp. Enfin, j'ai eu des procès de ce type-là, quoi. Ouais, et ce que tu disais sur l'augmentation de cette répression, j'étais à Londres il y a un mois et je travaille de temps en temps avec un collectif qui s'appelle ELSC, c'est European Legal Support Center, qui est basé aux Pays-Bas, et c'est un collectif d'avocats, aussi avocates militantes, qui s'occupent principalement et seulement en fait de tout ce qui touche à la répression pro-palestinienne, on va dire. Et une avocate disait un truc incroyable, elle disait que déjà il croulait sous les demandes et les plaintes. Elle disait avant le 7 octobre, je dis là des chiffres au hasard, mais on en avait en gros 100 par an, là on en a 1000 par an. Et elle disait surtout, ça faisait 10 ans qu'elle exerçait, et elle disait, depuis 10 ans, quand des gens sont arrêtés en manifestation, etc., la première chose que je leur disais, c'était John, en tout cas ne t'inquiète pas, tu n'iras pas en prison. Elle dit, depuis le 7 octobre, la première chose que je leur dis, c'est John, il y a une possibilité que tu ailles en tôle. Pour le même délit, entre guillemets. Et donc elle dit, c'est vraiment une répression comme ça, sournoise, où on utilise le droit pour vraiment réprimer une certaine partie de la population. Je voulais revenir vers toi vite fait, Anas. Sais-tu d'où elle vient, cette plainte contre toi? Parce qu'il faut que quelqu'un... je ne sais pas si ça vient pas de l'État, j'imagine. C'est quelqu'un qui a porté plainte contre toi? La plainte, elle vient d'une association qui s'est créée récemment, qui s'appelle les Jeunesses Françaises Juives, JFJ, qui se combine avec un autre truc qu'on a entendu dans cette période-là, c'est le fameux regroupement des 500 avocats autour de Gilles William Goldnadel, etc., qui s'appelle l'Organisation Juive Européenne, l'OJE. Donc l'OJE, principalement, c'est eux, ils ont plainté plus sur les Rima Hassan, Mathilde Panot, Mélenchon, tout ça. Et moi, j'ai eu la JFJ qui a plainté à peu près autour d'une quarantaine de militantes politiques, syndicaux, etc., etc. Eux, ils font la plainte. Après, la réalité, c'est que pour moi, c'est une combinaison entre la défense de l'État d'Israël, la défense de ce génocide-là par les voies sionistes, mais aussi par la complicité et la duplicité de l'État français, je veux dire, qui est un soutien de la première heure de l'État d'Israël, qui est un soutien de la première heure de la colonisation, de l'apartheid que vit le peuple palestinien depuis plus de 75 ans maintenant. Donc pour moi, c'est en vrai, ces deux personnes-là, même si les JFJ posent la plainte, le procureur, il aurait pu dire, écoutez, allez vous gratter, il y a rien du tout. Je vais pas aller mettre un gars qui est syndicaliste, qui est membre d'une organisation politique dans le banc des accusés pour une histoire de tweet, de boucher ou je sais pas quoi. Donc ça se voit qu'il y a une volonté en vrai ils ont saisi la balle au bon, pour dire d'une certaine manière, ils ont saisi la balle au bon parce que l'État, dans cette période de répression, voit le rôle que joue Révolution Permanente aussi, voit comment nous sommes... parce qu'il faut savoir que c'est 5 camarades de Révolution Permanente qui ont été convoqués et auditionnés juste sur la Palestine, d'accord ? Ouais. Juste sur la Palestine. Et donc ça dit quelque chose lorsqu'une organisation comme la nôtre, qui est de toutes les luttes, de tous les combats, etc., est visée, ciblée par l'État. Et moi, avec Elsa, on pense que c'est ça ce qui se cache aussi derrière, c'est de voir comment demain on pourra dire vous voyez, c'est une organisation politique où le porte-parole il est condamné pour apologie au terrorisme, etc., etc. Désolé, je vois au moment où. Mais ouais, mais alors je veux y venir à ça. Cette vague de répression, en fait, contre principalement, en tout cas, les militantes pro-palestiniens, bon, c'est pas limité à la France, hein, on en a parlé. En Angleterre, récemment, il y a eu une manifestation le 18 janvier. La police convoque depuis des gens, et là, c'est important, c'est-à-dire qu'ils convoquent le directeur de Palestine Solidarity Campaign, Ben Jamal. Ils convoquent Stephen Capo. Stephen Capo, il a 88 ans, c'est un juif survivant de l'Holocauste. Il convoque Khalid Abdallah qui est un acteur de la série sur Netflix The Crown. Donc, il montre aussi qu'ils ont
que ça touche tout le monde. Attention, personne n'est protégé et personne n'est safe. En Allemagne, c'est la folie absolue. Je parlais à Francesca Albanese là, après son retour d'Allemagne. Elle me dit, j'ai jamais eu aussi peur que ça. En Belgique, aux USA, n'en parlons pas. Je parlais aussi donc de ILSI qui s'occupe en Europe de tonnes de plaintes contre des profs, contre des étudiants, etc. Mais donc cette criminalisation, pour vous, là vous en avez déjà parlé, là en ce moment on a l'impression qu'elle touche seulement les voix pro-palestiniennes, mais en fait c'est un message des gouvernements contre quiconque qui serait une voix d'opposition au système capitaliste actuel. C'est ce que vous disiez tout à l'heure, on est d'accord? Euh, oui, enfin, pour nous, nous, on est une organisation marxiste, c'est-à-dire qu'on a une lecture de classe clairement assumée de la situation. Ce qu'on dit, c'est qu'on vient notamment en France, on est un des épicentres de la lutte de classe. Je veux dire, nous, on part du principe que dans la dernière décennie, si on part de la loi El Khomri, etc., qu'on traverse comme ça les 10 dernières années, mouvement des gilets jaunes, grève des cheminots, 2 fois les réformes des retraites, etc., etc. Je veux dire, la France et même le macronisme a subi des offensives importantes. J'ai oublié les révoltes des quartiers populaires après la mort de Naël. Je veux dire, il y a eu une offensive, il y a eu une forme d'unité de plus en plus de notre camp social parce que l'ensemble des composantes sont sortis contre ce gouvernement, un renforcement du mouvement féministe. Encore le 8 mars était une journée incroyable. Il y avait des dizaines de milliers de personnes partout en France, le mouvement écolo, etc., etc. Et aujourd'hui, on voit que dans cette crise du système capitaliste, il y a une volonté de discipliner, de domestiquer les générations futures. Et comme tu le vois comme nous, il y a une internationale réactionnaire autour de Trump, Musk, Meloni, Orban, etc., qui est en train de se mettre en place. Je veux dire, Macron, il ricane avec Trump, il n'y a pas de problème, mais ils sont en train de se batailler sur qui va récupérer les minerais ukrainiens. Je ne sais pas si tu as entendu parler du cas de Gino, c'est notamment un camarade Antifa qui fait partie d'un groupe qui sont accusés pour avoir fait une contre-manifestation d'un événement de soutien au Troisième Reich, je veux dire. Et la France est en train de participer à extrader ce militant-là pour qu'il aille se faire réprimer salement. Je veux dire, on a vu une militante en Allemagne qui a été exfiltrée de force par hélicoptère la veille de son procès. Pour pas qu'elle ait de procès en Allemagne, ils l'ont exfiltrée, ils l'ont ramenée. Et ça a fait tellement scandale, elle est venue enchaîner au cou, etc., comme un chien. Je veux dire, on a tiré comme ça dans le tribunal. C'est d'un niveau de violence. Donc, on voit qu'en réalité, tu l'as dit très bien, par ce qui se passe en Allemagne, en Angleterre et ailleurs, on s'inscrit pleinement dans ce qui est en train de se passer. C'est-à-dire que on a lutté. Malheureusement, on est dans une période de reflux. On est dans une période où le poids des défaites pèse énormément. Et on le sent malheureusement et on le regrette qu'il y a une forme de fatalisme. Les gens sont très inquiets vis-à-vis de l'avenir. La guerre n'aide pas, etc. Et que le gouvernement, même malgré sa crise, profite de la séquence, quoi. Il se dit, bon, moi, tant qu'il y a personne qui m'arrête, je peux y aller, quoi. Je veux dire, moi, ce que j'ai trouvé incroyable sur le 8 mars, que ça soit les CRS qui imposent à une interorga de gauche et d'extrême gauche qui doit manifester avec eux. C'est un truc de dingue. C'est-à-dire, on impose des groupes néofascistes dans des manifestations organisées par la gauche. Ça veut dire demain, la CGT solidaire fait une manifestation pour, je sais pas moi, l'augmentation des salaires. Donc, le GUD ou je ne sais quel groupe va être protégé par les CRS et on va les imposer pour que le GUD puisse manifester entre la CGT et Solidaire. On est à ce niveau-là. Et donc, c'est pour ça que nous, la possibilité que tu nous donnes à travers cette interview pour s'exprimer, et on te remercie énormément pour ça, on a envie d'envoyer un message et dire qu'il faut, et c'est plus qu'urgent, de mettre en place un bloc de résistance. Parce que et c'est pas ma pomme. Je veux dire, moi, je m'en fiche. Je veux dire, c'est pas moi. Moi, je suis père de famille, j'ai 3 enfants, je suis inquiet pour ma famille, etc. Mais je veux dire, je pense les choses en tant que militant. Et il faut que les gens, ils l'entendent. Si le porte-parole d'une organisation politique modeste,
On n'est pas 1 million. On n'a pas 200 ou 300 députés ou je ne sais quoi. On est modeste, mais on est une organisation à l'échelle nationale qui est connue, visible, dont le journal est vu par des centaines de milliers de gens chaque mois. Si une organisation politique comme la nôtre et le porte-parole est condamné pour apologie du terrorisme, ça va être une porte ouverte pour frapper encore plus fort et encore plus haut. Et donc, c'est pour ça que pour nous, la question, elle est même pas d'être d'accord avec tout ce qu'on dit, tout ce qu'on fait, notre analyse, là, comme je t'ai dit, de la situation, etc., etc. Mais on considère que c'est primordial, c'est élémentaire qu'on fasse un front le plus large possible. Et on pense que de ce procès-là, en réalité, on peut essayer de faire une grosse démonstration contre l'apologie du terrorisme, mais dans la continuité du soutien au peuple palestinien. Je pense qu'il n'y a rien de pire si après le génocide, je veux dire, c'est Trump-Gaza, c'est Ouais, ouais. tu vois ce que je veux dire, on est dans un truc de dingue. C'est-à-dire que même on s'est dit quand il y a eu le cessez-le-feu, c'est le retour des caméras. On va avoir des directs de TF1 où on va voir des cadavres où les journalistes vont dire oh mon Dieu, mais excusez-nous, on savait pas ce qui se passe. Mais non, on est dans Trump-Gaza, c'est-à-dire le président de la plus grande puissance mondiale, il pose des vidéos d'intelligence artificielle où il y a des statues en or à Gaza pour en faire la Côte d'Azur du Moyen-Orient. On est dans ce niveau de folie et nous on dit que il faut voir ces procès-là aussi comme la possibilité de faire des démonstrations énormes pour dire vous avez assassiné des gens au su et devant des millions et des millions de personnes et jamais on va vous laisser reprendre le cours de votre vie en pensant que tout ce qui s'est passé, les dizaines de milliers de morts en Palestine, c'est rien du tout et en plus c'est nous qui allons finir en prison et pas l'inverse. Ouais, ouais. Et ce que tu disais, c'est que le début le début du totalitarisme et du fascisme, c'est ça quand même. C'est quand même ceux qui, en théorie, devraient être protégés par la police, se rangent du côté des fascistes. Alors on l'a vu, j'ai vu une vidéo, je sais pas si tu l'as vu ce matin, le 8 mars, il y avait une sorte de, enfin c'était une rave, une sorte de fête à côté de l'ancien local, et les videurs, il y a les vidéos, ont tabassé les gens, les ont gazés à 1 mètre, et les flics sont soit comme ça, soit ils les aident, quoi. Et c'est ça, je pense qu'on est aussi en train de se rendre compte, quelque part, que nos privilèges blancs ne tiennent jusqu'à un moment. C'est-à-dire que tout ce que racontent les banlieues et les racisés en France depuis des années, que la police n'est pas là pour te protéger, mais est là pour faire que le statu quo reste bien en place, même nous, maintenant, militants blancs, on se rend compte que dès que tu ouvres ta bouche contre le pouvoir, d'une manière ou d'une autre, et que ça peut être dans la culture, dans l'art, etc., t'es réprimé, en fait. Mais je voulais peut-être continuer et essayer de trouver du positif dans tout ça. Parce que pour moi, la violence, c'est souvent les faibles. Tu vois ce que je veux dire pour moi, tu discutes, et à un moment, celui qui fout une tarte, c'est qu'il a perdu l'argument, et il le sait. Donc je pense que ce qui se passe en ce moment, c'est aussi que les élites voient bien que Gaza, ça a été quand même un moment j'espère, de clarté vraiment absolue sur le monde dans lequel on vivait, tu vois. Les gens qui disent pacifiquement non au génocide se font tabasser. Les gens qui soutiennent le génocide organisent des galas à Paris. Tu vois, il y a ce moment de clarté qui devrait être absolu. Il y a c'est des millions de gens dans les rues pendant 16 mois. C'est un truc incroyable en fait, d'avoir réussi à faire ça. Genre à Londres, il y avait des manifs toutes les semaines, tous les 15 jours, il y avait plus de 100 000, 200 000 personnes. Il y en avait à Cape Town, il y en avait à Paris, il y en avait à Bruxelles, tout le temps. Et on sait que c'est dur de tenir, tu vois, de faire ça. C'est vraiment un travail incroyable. Et donc, je crois que les 1%, là, les puissants, ils sont même pas 1%, hein, je crois. On dit toujours 1% contre 99, mais je crois qu'ils sont pas 1%. Sentent bien qu'ils sont en train de perdre quelque chose et donc, ils tapent de plus en plus fort, tu vois, sur les militants. Mais notre devoir à nous, et donc à des organisations comme Révolution Permanente, c'est qu'est-ce qu'on fait de ce moment-là, quoi. Comment on fait que cette incroyable mobilisation, on l'en transforme, on mobilise, on éduque, on fédère, on rassemble. Et parce que alors, je ne veux pas utiliser Gaza comme une opportunité, mais c'est une opportunité, comme tu disais, Anas. Vous ne croyez pas? Pour vraiment changer ce rapport de force, quoi. Non, mais si, enfin, moi, je pense totalement. Deux choses peut-être, juste avant de dire quelques éléments sur ce que tu viens de dire, mais pour réagir à ce que tu disais avant, quand même une particularité dans la poursuite d'Anas, c'est que lui, c'est pas un militant blanc. Et je pense que c'est pas anodin, en fait, dans le fait qu'il soit convoqué et poursuivi. C'est non seulement que c'est le porte-parole d'une organisation politique qui l'a développé,
Mais le fait que ce soit aussi un militant franco-marocain, fils de Chibani, dans un contexte où il y a une intensification considérable de la persécution islamophobe, je veux dire à des niveaux, je veux dire qui datent pas d'hier, mais qui, je pense, sont vraiment significatifs. Et d'ailleurs, si on veut faire le lien, il y a eu la loi sur l'apologie du terrorisme en 2014, mais ceux qui l'ont renforcée, c'est la loi sur le séparatisme de 2021, qui est une loi ouvertement dirigée en fait contre les musulmans. C'est la loi qui permet de dissoudre les organisations beaucoup plus facilement. C'est la loi qui fait suite à toute la persécution contre le CCIF. Et c'est dans cette loi que pour des condamnations pour apologie, on peut être inscrit au fichier antiterroriste, ce qui n'était pas le cas avant 2021, quoi. Et on voit comment la persécution contre les musulmans en France et les jeunes de quartiers populaires, etc., elle sert évidemment à la persécution de tout le champ politique. Les dissolutions d'organisations, on a eu récemment en France la dissolution du collectif Palestine Vaincra. Enfin, je veux dire, nous, à Révolution Permanente, on a toujours fait partie de ceux qui disaient qu'il fallait fermement militer contre toutes les offensives contre les musulmans, toutes les offensives islamophobes, contre la loi séparatisme. Je veux dire, on l'a dénoncé de manière très, très claire. On faisait beaucoup d'interpellations contre les organisations syndicales, politiques, en disant, en fait, ce combat-là, c'est le combat de tout le mouvement social. Et je pense qu'aujourd'hui, c'est aussi pour ça qu'Anas, il est poursuivi, non seulement parce que c'est le porte-parole d'une organisation révolutionnaire qui est intransigeant dans sa dénonciation du génocide à Gaza, mais aussi parce que c'est une des figures, je veux dire, de ceux qui dénoncent et qui subissent l'islamophobie en France et que c'est pas pour rien. Maintenant, par rapport à ce que tu disais, moi, je suis très d'accord. En fait, je pense que la répression, c'est aussi un signe de leur fébrilité. Ce qui est très, très important depuis le développement de ce mouvement-là, je veux dire à l'échelle internationale, c'est que pour moi, il y a une nouvelle génération anti-impérialiste qui est en train de se construire, comme je l'avais jamais vu auparavant. Moi, je suis un peu plus âgée. Enfin, mes premières manifestations interdites, c'était déjà pour Gaza en 2014 en France. Mais je pense qu'à partir du 7 octobre, ça a pris des proportions nouvelles où, en fait, malgré cette répression-là, il y a des centaines de milliers de personnes qui ont continué à manifester, comme tu disais. Je vois chez des gens très, 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 très jeunes, des lycéens, parfois même des collégiens qui sont ultra sensibles à ce qui se passe à Gaza. On voit comment dans les facs, il y a eu 86 étudiants à la Sorbonne qui ont été placés en garde à vue, la persécution permanente à Sciences Po, etc., mais parce qu'ils sont terrorisés. La réalité, c'est que leur discours, et en fait même le projectionnisme, le récit sur Israël, terre démocratique, le pinkwashing, et en fait la politique de l'État français, mais de l'ensemble des États impérialistes, n'a plus aucun écho. Enfin, je veux dire, il y a une disproportion énorme entre le matraquage médiatique, les abominations en permanence qu'on voit sur les plateaux télé, où c'est enfin, je veux dire, des discours racistes, pro-génocide sans limite, et la réalité de ce que ressentent les gens. Et pour l'État, c'est un problème, parce que normalement, ils sont censés pouvoir avoir des relais dans la population de personnes qui disent « Moi, je suis d'accord avec Emmanuel Macron. Moi, je pense que la France, elle a raison de soutenir Israël. Moi, je pense que la France, elle a raison de vendre des armes à Israël. » Aujourd'hui, personne ne dit ça. C'est une infime minorité de la population. Et à l'inverse, on voit comment se développent des générations entières de jeunes qui se disent « Moi, j'ai envie de prendre le flambeau de la lutte anti-impérialiste. Je peux me faire virer, je peux me faire mettre en garde à vue, mais je continuerai à dénoncer ce que je dénonce. » Je pense qu'il n'y a rien qui leur fait plus peur que ce spectre-là, en fait, qui a existé au moment de la guerre de libération algérienne, au moment des mouvements de contestation au Vietnam, et surtout qu'en plus, il y a une dimension internationale à ce mouvement de solidarité qui n'existait pas dans les années 70 pour des raisons évidentes. La jeunesse de France d'aujourd'hui, elle discute avec la jeunesse des étudiants des grandes écoles américaines, elle discute même avec la jeunesse palestinienne révoltés, etc. Et je pense que ça, pour eux, c'est terrible et qu'effectivement, il y a une tâche de donner une forme politique à tout ça, de donner de la continuité à ça. Et je pense que dans le procès d'Anas, nous, ce qui est très clair, c'est qu'on ne compte pas s'excuser, on ne compte pas remettre en question les positions politiques qu'il a défendues, le soutien au peuple palestinien. Et à l'inverse, on veut en faire en fait une tribune, non seulement pour revendiquer haut et fort la solidarité avec Gaza, mais aussi pour s'opposer à toutes ces offensives liberticides. Le procès, la manière dont on pense, c'est qu'on veut en faire vraiment un espace de débat politique. On va faire témoigner des chercheurs, des universitaires, des historiens qui, à la manière en fait des procès politiques qui existaient même au moment des procès du FLN, etc., dans toute proportion gardée, parce qu'on ne discute pas de phénomènes de la même intensité, mais je veux dire la répression des luttes de libération nationale, c'est quelque chose que les États impérialistes
maîtrise. Et nous, effectivement, on est dans un moment où on doit organiser les forces sociales insurgées, la jeunesse révoltée, tous les secteurs qui contestent cette politique en direction, je veux dire, d'un front commun, etc. Parce que je pense que s'ils avaient des relais importants dans la population, ils ne seraient pas obligés de réprimer autant. Parce que c'est un aveu de faiblesse catastrophique. Je veux dire, ça pose un problème stratégique pour eux qu'ils ne résolvent pas par la répression. La répression, c'est coûteux pour nous, c'est difficile, c'est intimidant, etc. Mais ça ne résout pas le problème qu'ils ont, qui est qu'il n'y a aucun relais pour reprendre leur discours et qu'il y a une vraie crise du projet impérialiste français, américain, israélien, quoi. Et merci. Alors, je voulais finir, je vais vous laisser finir, mais je vais vous expliquer ce que je vais vous demander. J'aimerais bien qu'on resitue quand même le truc, parce que ce qui est complètement fou, c'est que les gens qui sont en ce moment criminalisés, qu'on traite de terroristes, d'éco-terroristes et autres, tu parles d'une lutte anti-impérialiste. Mais en fait, pour simplifier ce terme-là, une lutte anti-impérialiste, c'est juste un monde différent, un monde meilleur. Tu vois, c'est ça qui. Alors là, dans les médias, évidemment, on fait extrême gauche, extrême droite, même problème, etc. Et Macron dit les mêmes choses, et Retailleau dit les mêmes choses, tout en faisant complètement le jeu de l'extrême droite et en fait en appliquant le programme de l'extrême droite sans qu'elle soit au pouvoir, tu vois. Et donc l'extrême gauche, tu parlais des médias et quelque part la fabrique du consentement. Ça fait peur, extrême gauche, gauche radicale, alors que tout simplement, on demande un monde plus juste, plus équitable, plus écologique, où nos enfants pourront vivre sans guerre, avec des salaires équitables, etc. Donc c'est ça que je voulais vous demander. Je ne vais pas vous demander comment vous définiriez l'extrême gauche, mais qu'est-ce que vous demandez à Révolution Permanente ? C'est quoi, pour vous, l'idée d'un... alors, je ne vais pas dire si vous y avez pouvoir, parce qu'il y a une question là aussi de pouvoir. Je sais que vous ne voulez pas le pouvoir, et c'est normal, parce que à partir du moment, pour moi, où tu es un individu et tu dis je veux le pouvoir, il y a un gros souci. Mais donc, c'est putain, j'arrive plus à parler. Révolution Permanente, il faut que je respire. C'est quoi votre souhait, vous ? C'est quoi ce radicalisme qui fait tant peur ? Non, mais déjà, il faut voir aussi qu'il y a une phrase, moi, magnifique que j'adore de Karl Marx qui disait que la pensée dominante, c'était la pensée de la classe qui domine. Et que toi, tu as 12 000 abonnés sur Insta, moi j'en ai 30 000. Attends, 17 000. Attends, 17 000. J'ai gagné des abonnés depuis juin. Mais 30 000, la page de Révolution Permanente à 100 000, je veux dire, on essaie toutes et tous à travers nos médias indépendants, toi en tant que dans la production cinématographique, etc. On essaye tous d'avoir des poches de résistance pour véhiculer un autre discours, mais oui, la pensée dominante, c'est la pensée de la classe qui domine, parce qu'on martèle quotidiennement, en fait. On essaye de marteler des discours. Là, on le voit, je disais tout à l'heure, autour de la guerre, où en fait, il y a un consensus guerrier incroyable. Et donc, malheureusement, il y a quelque chose, c'est que nous sommes minoritaires. C'est une réalité, c'est-à-dire que nos discours, sans être toutes et tous révolutionnaires, mais on va dire dans le camp du progressisme, est vu de manière minoritaire. Et souvent, vu qu'on est dans une phase de défense, on discute beaucoup en contre, alors que je suis totalement d'accord avec ta question. On devrait discuter en pour, on devrait discuter en... Mais le problème, c'est que faut pas que ça apparaisse non plus totalement folklorique, tu vois ce que je veux dire, parce que les gens, après, ils vont te dire l'inverse. Ils vont te dire, ouais, bon, toi, t'es sympa, t'es un rêveur, tu veux ci, tu veux ça, mais regarde, déjà, on n'arrive même pas à augmenter le SMIC de 50 balles. Toi, t'es en train de me parler de, tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire que il faut voir comment donner de l'espoir, mais sans donner des illusions, pour dire d'une certaine manière, et voir aussi comment il y a nécessité de se battre. Et nous, pour dire par la positive ce qu'on revendique, nous, on est communistes, donc on est pour une société sans classe et sans État, débarrasser en fait ce système-là où tu l'as dit tout à l'heure, de mémoire, c'était Oxfam qui avait dit qu'il y avait 26 milliardaires qui détiennent la moitié des richesses de l'humanité. Donc Warren Buffett, Jeff Bezos, Bernard Arnault, etc. 26. Moi, je disais dans un meeting, je disais c'est une classe de CM2. C'est une classe en primaire. Vous allez dans n'importe école Jean Jaurès ou ce que on veut. On met les 26 gars. Ces 26 gars dans cette salle de classe détiennent la moitié des richesses de l'humanité. Ils peuvent couper la terre en deux, dire cassez-vous de l'autre côté les pauvres, le reste il est à nous. Et donc on est face à ça dans un monde de domination, d'exploitation, où au final on voit pour les intérêts d'une poignée de riches,
en fait, on opprime, on exploite les gens, on justifie. Là, par exemple, c'est intéressant quand on parle de la guerre. On voit comment, par exemple, Dassault, Thales, ils sont en train de faire il y a pas encore la moindre arme vendue, il n'y a pas encore la moindre guerre, mais ils ont fait ils sont en train d'engranger un nombre de capitaux parce que le Dow Jones, le Nasdaq, le CAC 40, parce que tout le monde est en train de se dire, bah, c'est sur eux qu'il faut miser, parce que vu qu'on entend 900 milliards en Allemagne, 800 milliards en Europe, ils se disent, bon, bah, c'est Dassault et Thales qui vont se goinfrer, donc faut qu'on se goinfre avec eux. C'est ça face à quoi on a affaire. Et donc, oui, on considère que nous, notre centralité, c'est la question, c'est l'unité de la classe ouvrière, c'est comment notre camp social, il peut jouer un rôle progressiste dans cette période-là. On est optimiste et sceptique en même temps, pour dire d'une certaine manière. C'est-à-dire, on est optimiste dans le sens où on sait, par l'histoire, les capacités de notre camp social. On sait comment, par l'histoire, lorsque ces riches-là, ces puissances bourgeoises, elles ont du pain sur la planche chez eux, généralement, ils n'aiment pas trop faire la guerre. Parce qu'ils savent que quand ils sont prêts ils peuvent tout perdre, ils n'ont pas envie de se bagarrer entre eux et généralement, c'est comme ça que ça se passe. On se revendique de 1917 parce que 1917, c'est ça aussi l'histoire. L'histoire de la révolution bolchevique, ça a été le fait que quand il y a eu une révolution, en fait, tout de suite, ça a participé à la fin de la Seconde Guerre mondiale parce qu'en fait, la Première Guerre mondiale, parce que tout de suite, les États-Unis, la France, l'Allemagne, etc., ils se disent, oh là, ce qui est en train de se passer, les amis, c'est chaud pour nous tous, donc vaut mieux qu'on s'arrête là, qu'on s'occupe de ce qui est en train de se passer ici en Europe et en Russie, etc., parce que ça va tous nous prendre au nez. Et donc, on est optimiste dans ce sens-là, mais on est inquiet aussi vis-à-vis de l'avenir, parce que quand on voit l'offensive réactionnaire, on dit s'il n'y a pas un mouvement de masse, c'est-à-dire s'il n'y a pas la jeunesse par centaines de milliers, les prolétaires par centaines de milliers, sinon des millions, etc., les quartiers populaires, s'il n'y a pas un réveil, un sursaut pour penser une autre société, en fait, en finir avec ces régimes où, en fait, les seules lois, ce sont des contre-réformes, où on casse les conditions de travail, où on casse les services publics. Il n'y a rien à gagner. Je veux dire, moi, j'ai 38 ans, je n'ai jamais rien connu de positif émanant de ce système-là. Et je pense que je suis pas le seul. Par contre, oui, il y a une poignée de gens qui en profitent et qui en bénéficient. Et donc, à un moment donné, je pense que les gens, ce dont ils ont besoin, c'est aussi d'une boussole. Ils ont besoin d'un cap. La spontanéité, c'est très bien, c'est sympa, mais la spontanéité, ça donne jamais un cap. Parce que quand on est dans des moments insurrectionnels, quand on est dans des moments de tension, bah, la bourgeoisie, elle nous dépasse par sa capacité organisationnelle, elle nous dépasse par sa capacité de coordination, etc., parce qu'elle sait faire. Ils parlent d'une même voix, ils réfléchissent d'une même voix, ils savent défendre des intérêts de classe. Ils le disent tous. Moi, je suis impacté par, et je m'arrêterai là-dessus, mais comment Bernard Arnault, dans chaque interview qu'il fait, ou Bolloré, chaque interview, hein, il parle systématiquement de Marx ou Lénine. Systématiquement. C'est-à-dire qu'ils connaissent l'histoire. Ils savent comment les révolutionnaires sont nocifs pour leurs intérêts. Et donc nous, on espère ça, on espère une société juste pour le plus grand nombre et non pas pour les poches de quelques milliardaires, etc. Et voilà, on aimerait, en tout cas, on le dit là dans ton live, on aimerait le dire, on aimerait parler d'art, parler de culture, parler de féminisme, parler d'écologie, de comment on penserait la production de manière écologique, comment on penserait l'art, etc., etc. Malheureusement, on est tellement mis à l'offensive, à courir de commissariat en commissariat, de tribunaux en tribunaux, que ça devient même difficile, quoi, et que voilà. Merci Anas. Elsa, je sais pas si tu veux rajouter quelque chose ou pas. Bah, en 2 mots, mais rapide parce que Anas a dit pas mal de trucs. Non, mais que je pense que la période, elle est propice malgré tout pour militer, pour s'engager, pour rejoindre des organisations. Et moi, je pense évidemment des organisations anticapitalistes et révolutionnaires comme Révolution Permanente, parce que je pense que le procès d'Anas et plus en général la dynamique répressive à laquelle on assiste à l'échelle internationale, elle montre qu'en réalité, et moi je suis avocate, donc je discute beaucoup avec des jeunes avocats de ma génération qui ont commencé à être avocats parce que ils veulent défendre des travailleurs sans papier, des sans-papiers tout court qui travaillent ou pas, des victimes de violences policières, des jeunes de quartier, lutter contre l'injustice. Et au fur et à mesure, ils se rendent compte, mais attends, moi on m'a expliqué qu'il y avait un état de droit, que je pouvais parler de séparation des pouvoirs, de trucs de machin dans les commissariats, dans les préfectures ou devant les tribunaux, mais je vois qu'en fait tout ça c'est du flan et que ça correspond à rien.
Et ça se voit d'autant plus quand l'État mène des offensives coloniales. Moi, je pense aussi beaucoup à ce qui s'est passé en Kanaki, à la manière dont ils ont interdit comme ça TikTok dans un pays entier, en fait, alors qu'il faut se rendre compte quand même que les pays dans lesquels ça existait avant la Kanaki, c'était l'Inde, la Somalie et l'Afghanistan après l'arrivée des talibans. Mais je pense que le point positif de tout ça, c'est de mettre à nu ce que c'est que le vrai visage des démocraties libérales, se rendre compte que ça a à peu près rien à voir avec les pays, le pays des droits de l'homme, les grands principes constitutionnels, les généralités abstraites qu'on nous sert en fait en cours de droit constit en première année, et qu'à l'inverse, ça ressemble de plus en plus à une bande d'hommes armés, pour reprendre des termes connus, qui défend ses intérêts dans la manière la plus brute. Et que ça veut dire que si on doit être conscient de ça, on ne doit pas placer nos espoirs en fait dans des institutions qui ont été créées pour nous opprimer, et on doit trouver les voies de se défendre par nos propres moyens, en sollicitant la force sociale en fait des secteurs qui se mobilisent, en sollicitant le pouvoir de feu de la jeunesse, et y compris des avocats militants, mais qui comprennent que c'est pas en tirant la manche d'un juge ou en disant s'il vous plaît respectez l'état de droit qu'on va y arriver, puisque l'état autoritaire, c'est pas le contraire de l'état de droit, mais c'est son visage en temps de crise, quoi. Et c'est pour ça que je pense qu'on peut pas juste miser tous nos espoirs dans je veux dire, des procédures judiciaires, dans des bonnes défenses, même s'il faut le faire aussi. Il faut savoir s'organiser politiquement, comprendre le monde dans lequel on évolue et mettre notre énergie dans le fait de construire des alliances, de faire de la politique, de dénoncer ce qui se passe et de voir qu'en réalité, la séquence dans laquelle on arrive, elle n'a rien de nouveau. C'est des phénomènes qui se sont déjà produits et qu'en réalité, on a besoin de l'accumulation de toutes ces expériences révolutionnaires au cours des dernières années. Moi, je m'intéresse beaucoup à ce qu'ont fait les avocats anticoloniaux dans les années 50, puis dans les années 70. Et je vois qu'aujourd'hui, on a des ressources en fait supérieures parce qu'on a les bilans de l'histoire, on a une accumulation nouvelle. Et je pense qu'il faut s'organiser, il faut militer. Et quand on est avocat, il faut mettre ses compétences au service de la lutte sociale, comprendre que ce qui se joue, ça relève aussi du rapport de force et que c'est pas une affaire de code pénal en fait qui est en train de se jouer devant nous, que les juges ils auront toujours une bonne raison pour y compris rendre des décisions illégales. Je veux dire, ils n'ont aucun problème avec ça. Donc je veux dire, nous, il faut avoir conscience de ça et savoir qu'on a besoin de s'organiser et d'avoir une pensée qui dépasse l'arène judiciaire pour y compris arracher des victoires. Et c'est bien ce qu'on compte faire avec Anas et puis tous les autres. Tu connais, Franck, est-ce que tu connais le film Aya sur la grève des ouvriers de Citroën à Aulnay? Non, je crois pas. Sur YouTube, et j'invite Ok. qui regarderont ton live à regarder parce que je l'ai réacté il y a pas très longtemps sur Twitch. Les dirigeants de la CGT, donc c'est une grève en 82, des milliers de travailleurs marocains, algériens, sénégalais, etc., qui luttent pour des salaires, mais aussi pour le droit à pouvoir se syndiquer et autres contre la terreur patronale. Et dans les revendications de la CGT de l'époque, ils réclament une salle de prière à l'intérieur de l'usine. Et ils disent, c'est une question de dignité et de liberté, comme ça existe à Renault ou l'usine Simca. Et le patron leur dit, oui, on peut leur laisser prier dans le parking. Et je me faisais la réflexion, je disais, c'est dingue parce que quand on voit Bruno Retailleau, Darmanin, Le Pen, etc., on peut même pas imaginer aujourd'hui une seule seconde que la CGT réclame pour des questions de dignité à des musulmans ou qui que ce soit ou à des gens qui ont une pratique religieuse pouvoir avoir un local pour pouvoir. Ouais. Et ça dit quelque chose de l'offensive. C'est-à-dire que tout à l'heure, tu parlais de blancs, etc. Je pense qu'on était surtout, au-delà de la question de blanc ou de racisé, on était surtout dans une période plutôt de paix, plutôt de tranquillité, de restauration bourgeoise, comme on dit, où les gens, voilà, bon an, mal an, ils savaient qu'ils partaient à la retraite, qu'à un moment donné, ils allaient avoir fini leur crédit, ils pensaient à leurs vacances, etc., etc. Mais qu'il faut jamais oublier, et toi comme nous, je pense, ça nous tient à cœur, c'est le cas de Georges Ibrahim Abdallah. Voilà, et que quoi qu'il arrive, nous sommes dans un pays où malgré cette plutôt tranquillité qu'on a cru dans les années 90, 2000, etc. Et ben, il y avait un homme dans ce pays-là, pas, je sais pas dans quelle contrée lointaine du monde, non, en France, dans le pays des Lumières, comme on dit, dans le pays de la Déclaration universelle des droits de l'homme et du citoyen. Dans ce pays-là, il y avait un homme qu'on a enfermé et qui est encore enfermé depuis plus d'une quarantaine d'années maintenant. Et ça dit quelque chose, en fait, que même si parfois on se sent un peu plus tranquille, un peu plus peinard, et ben, à un moment donné, les situations nous rattrapent et qu'il faut qu'on s'inscrive, nous, comme je dis, des mutins de la Première Guerre mondiale qui ont refusé ça, aux dockers à Athènes qui ont empêché d'envoyer des armes à l'État d'Israël. Il faut
qu'on passe à l'offensive, qu'on voit nos forces en réalité. Je veux dire, si les raffineurs, ils mettaient à terre l'ensemble des raffineries, les cheminots, les transports, etc., toute la logistique, les routiers sont bloqués, l'ensemble des autoroutes, si on appelait une bonne fois pour toutes à une grève générale pour penser à tout ce que tu as dit tout à l'heure, c'est-à-dire à quel monde, quelle société, qu'est-ce qu'on veut comme avenir pour les générations futures, eh ben, je pense qu'on arriverait à changer énormément de choses. Et il y a une chose, malheureusement, qui est très simple à dire, mais qui est très difficile à mettre, c'est de montrer aux gens leur capacité et la force en réalité qu'ils ont. Mais malheureusement, comme je disais tout à l'heure, Marx disait la pensée dominante, c'est la pensée de la classe qui domine. Donc on explique aux gens à quel point c'est le monde de l'individualisme, c'est le monde du chacun pour soi, le monde de sauf qui peut, etc., et qu'il faut absolument se battre contre ça parce que sinon, je veux dire, on va vivre des heures terribles dans les mois et les années à venir. C'est une très belle manière de terminer et je pense que on est dans un moment où il va falloir être extrêmement solidaire. Le côté un pour tous pour un ou une, il va falloir s'y tenir. Et je crois qu'aussi, ce que tu disais, ces énormes manifestations qu'il y a eu, ont fait prendre conscience aux gens qui sont pas tout seuls. Tu vois, le pouvoir te fait croire que tu es tout seul dans ton coin à penser comme ça, mais quand tu te retrouves dans la rue toutes les semaines avec une variété de gens incroyables à tes côtés, ça te donne une force incroyable, quoi. Donc, va falloir continuer, clairement. Merci en tout cas, Elsa. Merci, Anas. Merci. C'est à toi. Merci. Et à très bientôt, quoi. Le 18 juin à 9h. Faut pas oublier. Merci. Ciao. Ciao.